Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christian Chesneau à propos de ce livre qu'il a coécrit une fois de plus avec Georges Malbruno, MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est un bouquin que j'ai lu d'une traite là dans l'avion, ça se lit, et surtout ce livre a pour immense avantage d'être ni un livre hagiographique un peu financé par les services du roi, ni le livre à charge caricatural, et donc en fait c'est une véritable enquête journalistique. Oui, l'idée, c'est de faire un portrait le plus lucide, le plus réaliste possible de MBS, donc Mohamed Ben Salman, prince héritier, peut-être futur roi d'Arabie Saoudite. C'est quelqu'un qui intrigue, qui est un peu mystérieux. Évidemment, on l'a connu sur l'affaire de Khashoggi, où effectivement il était accusé d'avoir finalement ordonné la mort du journaliste saoudien. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est une personnalité assez intéressante parce que c'est quelqu'un de très local, mais qui est en train de plonger l'Arabie Saoudite, en tout cas au cœur du monde. Et donc, il est à la fois très bédouin et très moderne, quoi. Et donc, c'est Ouais. quelqu'un, une personnalité intéressante. Est-ce que l'on peut du coup le comparer un peu aux dictateurs éclairés, aux autocrates éclairés des temps anciens en Europe, Frédéric II, Catherine II, qui étaient tout à fait répressifs et modernisateurs? Nous, dans le livre, on le compare plutôt au calife de Bagdad ou de Damas du Moyen Âge, qui étaient des personnages qui régnaient avec le sabre et l'épée sur leur peuple et qui étaient en même temps très cultivés, très esthètes, qui développaient la musique, la poésie, etc., etc. Et MBS, c'est un peu ça. Alors évidemment, façon 21e siècle, c'est quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui aime l'art numérique, hein. Il est passionné d'art numérique. C'est quelqu'un qui aime aussi mixer, hein. Il aime la musique techno, donc qui est très avant-gardiste. Et d'ailleurs, ces grands projets, qu'on parlait de The Line, cette espèce de geste architectural d'une ville dans le désert sur comment dire, 170 km de long, c'est un peu ça. Donc il est très futuriste, avant-gardiste. Donc il est à la fois le despote qui tient son pays d'une main de fer. Un tweet peut vous valoir de sérieux ennuis, voire la prison. Donc il ne tolère aucune voix dissidente. Et en même temps, il est dans le 21e siècle, il est ouvert sur le sport, sur la culture, sur comment dire, la musique, etc., etc. Alors donc c'est aussi par exemple par rapport aux femmes, il permet aux femmes de conduire, de circuler plus librement, mais si des femmes qui protestent sur le niveau de liberté, c'est la case prison. Alors, c'est la case prison pour tout le monde, j'allais dire. C'est-à-dire, oui, les femmes, voilà, c'est une forme d'égalité. C'est-à-dire que si vous êtes contestataire en Arabie, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, hein, c'est la case prison. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'il a ouvert des droits aux femmes. Parce que, pour rappeler, l'Arabie venait de très loin, hein. Les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Il y avait la ségrégation des sexes dans l'espace public, etc. Elle n'avait quasiment pas le droit de travailler. Il a ouvert plein de champs de liberté et en même temps, c'est un macho. Il veut finalement, dans cette phase un peu autoritaire de son pouvoir, tout contrôler et il ne supporte pas la critique, la contestation. Et il y a encore récemment des exemples de militants des droits des femmes qui ont tweeté, qui ont mis des posts sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent en prison avec des lourdes peines. Alors il y a les projets pharaoniques, des hommes, enfin il le veut vraiment, il prépare l'après-pétrole. Alors l'idée aussi, et c'est pour ça qu'il est intéressant, Mohamed Ben Salman, c'est qu'il a pris conscience que l'Arabie, elle est dans le mur. C'est-à-dire que si on continuait sur le même rythme qu'avant, c'est-à-dire avec le roi Abdallah, c'est-à-dire la fin de la rente pétrolière, une population qui augmente, hein, 36 millions d'habitants, il y a 70% de la population à moins de 30 ans, donc voilà, il y a une démographie qui va très fort, il faut donner de l'emploi, et ben, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, ça veut dire diversifier l'économie, créer un secteur privé et ouvrir de nouveaux horizons, par exemple le tourisme, les loisirs, etc., etc. Donc Ce qui veut il dire a quand même ouverture au monde quand même. et tout ça branché sur une ouverture au monde. C'est-à-dire que lui, il considère que son pays, l'Arabie Saoudite, qui est presque un continent, hein, c'est l'empire du milieu au Moyen-Orient, a une situation géographique exceptionnelle entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Asie centrale. Et donc, il veut utiliser son pays comme une sorte d'énorme plateforme, d'où Neom, Oxagon, donc ce gigantesque port flottant, hein, qui va être un port touristique, qui va être le port d'exportation de l'hydrogène vert, de l'industrie, etc. Donc voilà, il se veut comme un carrefour. Et alors aussi, il prend le pouvoir. En fait, cette idée, c'est de mettre fin à la rente, aux rentes de situation, à la corruption. La famille royale vivait en profitant d'une rente pétrolière et de la corruption. Il a mis fin à tout ça.
Oui, alors chez MBS, et d'ailleurs, on en revient d'ailleurs à l'enfance et à l'adolescence, c'est qu'ils voyaient tous ces princes qui partaient je veux dire, en villégiature à Cannes, à Marbella ou à Paris, qui dépensaient de l'argent, qui allaient dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, certains se droguaient, buvaient de l'alcool, et donc il a été un peu écœuré de tout ça, et donc il a voulu prendre une forme de revanche et assainir le sérail. Ce qu'il fait en novembre 2017, c'est la fameuse purge rafle du Veldiv, où il va coffrer 400 princes, VIP, ministres, hommes d'affaires, pour leur faire, entre guillemets, cracher au bassinet. Il va récupérer 100 milliards de dollars au nom de la lutte contre la corruption. Et donc, c'est à la fois assainir le sérail, toutes ces pratiques qui étaient vraiment mafieuses, etc., et en même temps couper les branches de ses adversaires. C'est à l'idée, il veut être le futur roi, et donc il ne veut plus d'opposants, y compris au sein de la famille royale. Alors, il est de la génération à peu près d'Emmanuel Macron. Ces deux nouveaux venus qui veulent moderniser leur pays et pourtant ils ne sont pas très bien. Bah, ça s'est mal passé dès le départ, hein. La première rencontre, c'est novembre 2017 sur l'aéroport de Riyad. C'est l'affaire donc de la rafle du Ritz où, vous vous souvenez, Saad Hariri, le premier ministre libanais, avait été quasiment kidnappé, séquestré par les Saoudiens. Et donc Macron vient faire une médiation et se retrouve finalement à Riyad pour parler avec le prince donc Mohamed Ben Salman, avec un sujet qui tout de suite, comment dire, crée de l'électricité, c'est l'Iran. C'est-à-dire qu'effectivement, la France, à ce moment-là, voulait se rapprocher de l'Iran. Et à un moment donné, Mohamed Ben Salman dit à Macron, écoutez, si les entreprises françaises vont en Iran, elles ne pourront plus faire d'affaires, de business en Arabie. Et là, j'allais dire, Macron montre sur ses grands chevaux et dit, on n'a jamais parlé comme ça à un président de la République française. Donc là, ça se passe mal, il y a l'électricité, et donc ça va être toujours un rapport aigre-doux entre les deux hommes, espèce de, voilà, on se jauge, on est, par exemple, il y aura une espèce même de chantage entre Macron qui dira, quand il vient à Jeddah en décembre 2021 voir MBS, il dit, écoute, moi, je vais voter pour toi pour l'Expo universelle de Riyad pour votre candidature, mais en revanche, il faut que tu mettes sur le Liban, faut m'aider. Donc voilà, on est dans un transactionnel, mais MBS, lui, on dire Macron, la France, j'allais dire c'est un petit pays, c'est-à-dire que maintenant il a une vision beaucoup plus large, c'est 360, c'est les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, et donc on n'a pas réussi, enfin on a perdu un peu d'influence. Oui, c'est sûr qu'il y a une diplomatie transactionnelle. Il n'y a plus une relation unique avec les États-Unis. C'est aussi la Chine qui l'a réconcilié plus ou moins avec l'Iran. C'est les Russes avec lesquels il fixe les prix du pétrole. Il a vraiment une diplomatie de multi-alignement finalement. Exactement. L'idée, c'est de s'émanciper de cette tutelle américaine qui durait depuis 1945, le pacte de Quincy. Hein. C'est une relation très forte du pétrole, d'armement, etc. Et là, il a pris conscience que son pays, maintenant, peut être un acteur international. D'ailleurs, il est dans le G20, il est dans les BRICS, il est dans l'organisation de Shanghai. Et donc, l'idée, c'est l'Arabie d'abord. On consacre un chapitre à ça, c'est-à-dire, ce qui compte, c'est mes intérêts. Mes intérêts de mon royaume. Et donc, si il faut faire affaire avec les Chinois, je fais affaire avec les Chinois ou avec Vladimir Poutine. S'il faut faire affaire avec les Américains, je vais avec les Américains. Mais maintenant, c'est vrai, c'est 360 degrés. On emploie le terme avec Georges de diplomatie polygame. Hein, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus une maîtresse, les Américains, mais on va voir ailleurs. C'est la polygamie finalement, oui, version diplomatique. Et alors, il y a aussi le volet israélien. Il voulait se rapprocher d'Israël. Bon, là, c'est quand même un peu en stand-by, mais au final, euh, c'est son espoir. Oui, alors je crois que c'est vraiment, oui, c'est même son vœu. Il travaille toujours là-dessus. Évidemment, le 7 octobre, l'attaque du Hamas en Israël a un peu télescopé cette normalisation qui était déjà en cours. Hein. Il y avait vraiment des discussions via les Américains pour normaliser, mais la normalisation de l'Arabie Saoudite, c'est la grande bascule du monde arabe avec Israël. Et là, ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est que partie remise. MBS, encore une fois, ces projets, il faut bien comprendre que tous ces projets de développement de Néom, mer Rouge, etc., il a besoin de calme dans la région. Hein. C'est pour ça qu'il d'ailleurs il travaille Hum. sur une solution politique au Yémen. C'est pour ça qu'il s'est un petit peu normalisé avec l'Iran. Et donc, cette affaire de Gaza tombe mal, parce qu'évidemment, quand vous voulez développer le tourisme sur la mer Rouge et que vous avez les missiles des Houthis qui passent au-dessus de la tête, c'est vrai que c'est pas Ouais. très favorable. Donc, Hum. pour l'instant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir l'après-Gaza, l'après-guerre, comment l'Arabie va être dans le jeu, peut-être pour reconstruire Gaza et peut-être effectivement pour normaliser. Mais
Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les Saoudiens ont fait monter les enchères, ont fait monter les prix, et ils ne veulent pas simplement, comme l'ont accepté les Émirats, un gel de la colonisation ou des choses ou des promesses. Les Saoudiens veulent quelque chose d'irréversible, un processus irréversible menant à un État palestinien. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est encore à déterminer, mais c'est sûr que MBS, encore une fois, c'est la nouvelle génération. Son père, le roi Salman, ne normalisera jamais, parce que lui, c'est l'ancienne génération, la cause palestinienne, les années 60, 70, 80, etc. Lui, encore une fois, il a 39 ans. Hein. Lui, il est né en 85. Donc, la cause palestinienne, c'est important, mais ce n'est pas sa boussole, comme c'était pour son père. Donc là, il est plus allant. Et puis surtout, il faut comprendre cette nouvelle Arabie Saoudite, on n'est plus dans l'idéologie. La religion, on n'a pas parlé, mais il a mis de côté la religion, il a Mm. arrêté, mis de côté la police religieuse. Donc lui, c'est très utilitariste, très économique, très business, et donc on fait des affaires. Et c'est ça sa boussole. Et s'il peut faire des affaires avec les Israéliens, notamment pour développer la mer Rouge, avoir des nouvelles technologies, etc., il le fera. En ce moment, évidemment, c'est pas possible, hein, compte tenu de la situation, mais ce n'est que partie remise. Merci Christian. Donc je renvoie à la lecture de ton livre, de votre livre avec Christian Malbruno, Georges Malbruno, MBS confidentiel. C'est vraiment une enquête passionnante avec beaucoup d'informations, de révélations et qui, une fois encore, échappe au piège binaire à géographie critique fondamentale. Et c'est aux éditions Michel Lafon.